Bonjour Rémi Coffer, et Bonjour. merci de répondre à nos questions. Vous êtes historien, spécialiste du renseignement et des services secrets. On vous doit notamment beaucoup de livres, mais le dernier, c'est Les grandes affaires des services secrets paru chez Perrin. Le négociateur ukrainien dit que les conditions sont suffisantes pour une rencontre entre Zelensky et Poutine, c'est-à-dire que les négociations avancent dans le bon sens. Il faut savoir, du point de vue des Ukrainiens, on comprend bien qu'ils ont intérêt à ce que les négociations avancent parce qu'ils sont tellement matraqués par la puissance russe et les civils en particulier, on vient d'en parler, qu'ils voudraient que ça aboutisse. Alors la question est de savoir, est-ce que le Kremlin, est-ce que Vladimir Poutine a envie que les négociations aboutissent ou est-ce qu'il préfère attendre un peu, temporiser, tout en donnant l'impression de vouloir négocier, d'avoir récupéré une partie plus substantielle du Donbass? Parce que vous savez qu'on vient d'en parler également, cette région est militairement disputée. Mais les Ukrainiens, en tout cas, avancent, regagnent des villes, notamment Irpin. Ça peut faire peser les négociations de leur côté. Oui, toute négociation, c'est l'expression d'un rapport de force, mais il faudrait savoir, ce qu'on n'arrive pas à déchiffrer depuis le début, quelle est la stratégie exacte du Kremlin, qu'est-ce que veut exactement Vladimir Poutine. On a l'impression qu'il en a rabattu un peu par rapport, et même beaucoup par rapport à ses objectifs d'origine, lors du début de l'agression. Maintenant, il faut savoir ce qui se passe dans sa tête, quelle est sa stratégie, qu'est-ce qu'il veut obtenir maintenant dans cette configuration, si vous voulez. Est-ce qu'il y a eu un échec des services de renseignement russes sur cette guerre qui dure depuis 34 jours aujourd'hui? Et vous le disiez, les objectifs russes ne sont pas atteints. Est-ce que les Russes ont surestimé leurs forces et sous-estimé la résistance ukrainienne? On ne peut pas dire que ce soit une grande réussite du GRU, quel renseignement militaire russe, c'est-à-dire qu'ils ont visiblement sous-estimé l'adversaire. Alors, je dirais que c'est pas nouveau parce qu'autrefois, au temps de l'Union soviétique, en 1939, Staline avait lancé une offensive sur la Finlande avec des effectifs insuffisants. Et puis, il a été battu par l'armée finlandaise. Et là, on a fait venir un rouleau compresseur qui a obligé les Finlandais à accepter une paix qui s'est traduite notamment par la suite par ce qu'on appelle la finlandisation. Et puis en 56, à Budapest, les Russes, pareil, les Soviétiques plutôt. Khrouchtchev ordonne qu'on écrase l'insurrection nationale hongroise. On envoie des effectifs insuffisants, ils se font rétamer, les Russes attendent 2 jours et contre-attaquent et là écrasent complètement l'insurrection. Donc oui, il y a un côté sous-estimation qui est assez surprenant quand même, mais bon, le fait est que visiblement, ils ont pensé que les autres ne valaient pas tripette. Est-ce qu'à l'inverse, les renseignements américains la reviennent en force? Ce sont eux, finalement, qui avaient pratiquement la bonne date de l'intervention russe. Ils y croyaient et même Volodymyr Zelensky disait non, 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 les Russes n'attaqueront pas. Alors visiblement, la CIA et l'ensemble de la communauté américaine du renseignement a peur dorer son blason. On se rappelle qu'il y a eu évidemment les événements malheureux d'Afghanistan, l'évacuation précipitée de l'Afghanistan avec le chaos qui s'en est ensuivi. Et on se rappelle aussi de la guerre contre l'Irak avec trouver à tout prix des armes de destruction massive alors que Saddam Hussein n'avait pas les armes en question. Donc ça, c'était des échecs parce qu'on a, passez-moi l'expression, dans le cas de l'Irak, on a tordu le bras au service secret, à la CIA et aussi au MI6 britannique en leur ordonnant de trouver des motifs. Là, ils ont visiblement redoré leur blason, c'est-à-dire qu'ils ont correctement prévu que les Russes, ne voulaient pas ne se livraient pas seulement à une démonstration de force aux frontières, mais qu'ils avaient réellement, Ces centaines de milliers d'hommes à la frontière. oui, Ouais. mais ça aurait pu être une pression. Oui. Là où les services de renseignement sont bons, c'est pas seulement quand ils voient le dispositif, parce que le dispositif avec les satellites, etc., C'est qu'ils passent à les l'action. interpellations de communication, c'est de savoir quelle est l'intention. Là, ils ont correctement dit que l'intention était d'attaquer. Alors, Rémi Coffer, j'aimerais qu'on s'arrête sur le cas d'un homme, Roman Abramovitch, qui est un oligarque russe et qui participe visiblement, puisque Moscou l'a confirmé à ses négociations avec les Ukrainiens. D'abord, est-ce que ça vous étonne qu'un oligarque russe participe à des pourparlers avec les Ukrainiens? Ça dépend de ce que veut le Kremlin. Ça dépend Qu'est-ce que ça veut dire, également finalement? de ce que veut Abramovitch. Mais enfin, c'est pas un partenaire égal avec le Kremlin. Dans le plateau de la balance, évidemment, c'est le Kremlin qui pèse. Alors, si Poutine et le Kremlin a estimé que c'était intéressant pour eux de le mettre, pourquoi pas?
C'est ni surprenant ni pas surprenant. Mais est-ce qu'il arrive souvent que des oligarques participent à des négociations? On pense plutôt à des politiques? Normalement, c'est des gens qui sont des représentants de l'État qui participent à des négociations internationales. Mais là, on est dans une situation très particulière. Alors, Abramovich a donné l'impression d'être un peu indépendant, un peu plus indépendant. Il a des intérêts surtout en Angleterre, avec Chelsea, etc. Bon. La question, c'est comme apparemment il s'est trouvé pas très bien et deux négociateurs ukrainiens se sont trouvés pas très bien. La question est de savoir qu'est-ce qui leur est arrivé. Alors, l'empoisonnement donc d'Abramovich et de deux négociateurs ukrainiens. On parle de symptômes plutôt légers, des rougeurs, d'irritation des yeux, problèmes de peau au visage et aux mains. Là, visiblement, c'est pas une question de les supprimer et d'atteindre à leur vie. C'est quoi? C'est un message pour leur faire peur? Alors, s'il est confirmé qu'il s'agit de quelque chose qui aurait été décidé par les Russes, et là, parce que les Russes démentent, à l'État, bien entendu, mais quand vous faites ça, évidemment, vous le confirmez jamais de manière directe, vous le confirmez de manière indirecte. La décision, s'il s'agit bien d'une tentative d'empoisonnement, de semi-empoisonnement, la décision n'aurait pu être prise que au plus haut sommet de l'État, au Kremlin. Alors, dans ce cas, si on est dans cette hypothèse, pourquoi peut-être dans cette configuration, peut-être pour gagner un peu de temps et créer un malaise au niveau des négociations, trouver peut-être un moyen de peut-être agiter le chiffon rouge, si j'ose dire, sous le nez des Ukrainiens, se dire bon, etc. Parce que à partir du moment où le Kremlin a accepté des négociations, le problème, c'est que soit les négociations aboutissent vite, soit elles traînent en longueur. Ce qui peut être, c'était aussi une vieille technique soviétique de rendre la situation indéchiffrable parce que ça traînait en longueur. Les Occidentaux réagissent sur un tempo plus rapide. Mais ça dit quoi finalement en coulisses? Pourquoi est-ce que les Russes s'en prendraient à Abramovich? Parce qu'il aurait une position modérée, qu'il y aurait en coulisses une ligne dure qui ne le suivrait pas? Alors comment vous empoisonnez les gens? Si j'ose dire, je ne vais pas donner de mauvais conseils aux téléspectateurs. Mais soit vous empoisonnez leur nourriture, soit vous les aspergez de gaz et de produits de ce genre. Alors, les gaz et produits de ce genre, ça paraît difficile quand même dans l'enceinte de réunions de ce type. La nourriture empoisonnée, pourquoi pas? Et la nourriture empoisonnée, parfois c'est mal distribué parce que l'assiette passe à quelqu'un d'autre, etc. Alors peut-être qu'Abramovich peut être victime tout simplement. Vous savez, sur place, victime collatérale. Sur place, c'est pas facile. Alors c'était une vieille technique chinoise d'empoisonnement, puisque vous savez que la nourriture chinoise, elle vous est servie dans votre assiette individuelle. Donc ça a été une technique. Il y avait certains repas où la plupart des convives sortaient en très bonne forme, et puis un des convives arrivé chez lui, tombait malade et mourait. Bon, là, il y a peut-être eu une erreur. Et que les Ukrainiens soient derrière cet empoisonnement présumé, ça vous paraît pas du tout crédible? Ça me paraît difficile, je ne vois pas ce qu'ils chercheraient. Ils ont plutôt intérêt, compte tenu, je le disais, du matraquage de leur population, ils ont plutôt intérêt à ce que les hostilités soient au moins suspendues. C'est ce qu'ils demandent. Donc, vouloir ralentir les négociations ne me paraît pas dans leur intérêt. Merci pour votre explication, Rémi Koffer.